promise, chose due. Nous sommes alors en face du formulaire 5540 qui est aussi le formulaire d'évaluation de la susceptibilité d'un candidat à l'immigration qui deviendra susceptible de devenir alors un fardeau pour le gouvernement fédéral américain. Et la première partie de ce questionnaire, ça comporte le candidat. Et quand on dit le candidat, si par exemple c'est un couple qui a des enfants, c'est celui qui a été sélectionné que ce formulaire concerne. C'est vrai que les informations de la famille vont aussi rentrer dedans, mais c'est uniquement un dossier par famille. Et c'est aussi important de noter que ce formulaire ne devrait pas être envoyé aux États-Unis, mais doit être accompagné ou bien doit accompagner les dossiers que vous allez amener à l'intérieur. Ceci étant avec les preuves sur toutes les déclarations que vous allez alors renseigner à partir de maintenant. Si vous êtes donc prêts, allons-y. La première des choses, c'est le nom de famille et puis prénom. Dans prénom, j'ai souvent dit qu'il faut, si vous êtes d'un pays francophone, sur votre passeport, il y a une seule ligne où on a écrit prénom, alors listez tout ici. Mais si sur votre passeport, il y a middle name, alors là, le problème ne se pose pas. Posons par exemple le Congo, le Bénin, le Togo. Bon, ces pays, même la France, si vous n'avez pas un junior, senior, 1, 2, tout ça, Henri Ier, tout ça, alors c'est simple de ne pas dire qu'il y a middle name. Si il n'y en a pas, c'est qu'il n'y en a pas. La date, il faut alors commencer par le mois, le jour et puis l'année, comme c'est renseigné. Alors, bien faire attention souvent. Moi-même actuellement, j'ai des difficultés à écrire une date en français parce que je mélange les deux. Donc, c'est anodin, mais c'est bon de vérifier. La question 3. Have you ever been to the United States before? Cette question, si vous n'avez jamais été, alors c'est non. Mais il se peut que des gens soient venus peut-être pour une évacuation sanitaire, ou ils sont venus en tourisme, en visite ou bien en voyage d'affaires une fois avant alors d'être sélectionné. Alors il faut dire oui. Et ça, la réponse est automatique. Si vous avez été une fois, alors il faut dire oui. Et si vous n'avez jamais été, alors il faut cocher non comme je l'ai fait. Je suppose que c'est quelqu'un qui vient d'être sélectionné, qui n'a jamais été aux États-Unis. Et donc là, c'est un big no. Et je dois finir la question 3 en disant, souvent, des étudiants, des post-docs, des touristes, des hommes d'affaires qui ont une fois été, ils ont la susceptibilité de considérer qu'ils ont été alors aux États-Unis. Et la question suivante, maintenant, ça va parler de la santé. Do you currently have health insurance coverage in the US? Cette question, pour quelqu'un qui vient d'être sélectionné, qui n'a jamais été aux États-Unis, n'a aucun sens. Comment vous ne vivez pas dans un pays, comment pouvez-vous alors avoir de l'assurance? Mais c'est fait exprès, parce que dans le libellé, quand il y a, je veux prouver que oui, et oui, tout ça, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et donc, si vous n'êtes jamais venu aux États-Unis, et vous n'avez jamais eu besoin de l'assurance médicale américaine, la réponse est non. Et pour ceux qui ont été des étudiants, des post-docs, oui déjà qui sont venus en visite, nous savons que des gens viennent ici pour accoucher, ou bien des gens viennent pour se faire soigner, et certaines fois les gens n'ont pas d'assurance, et donc ça a créé un antécédent dans le système. Ces cas vont lourdement peser dans la balance, mais je veux croire que vous n'allez pas vous retrouver dans ces situations. Et donc, là, c'est un big no. Maintenant,
Si on a répondu yes, alors il faut alors l'évidence, il faut alors une copie de cette assurance dans le temps. Maintenant, si c'est du no, alors il faut alors continuer, mais j'ai insisté sur ce volet parce qu'il y a eu des antécédents un peu partout au sujet, n'est-ce pas, de l'assurance où des gens ont triché le système et donc ça fait mal. Je ne suis contre personne, mais nous savons que des gens viennent accoucher à New York. On dit oui, à New York on ne paye pas et donc des gens, ça constitue un fardeau. Et les Américains, si vous êtes né dans un autre pays, vous êtes ici, même les Noirs nous détestent. Alors à plus forte raison, ceux qui ne veulent pas du tout des Noirs. Donc, tout ce qui va indiquer que ceux qui viennent trichent le système est vraiment vu en horreur. Ça, c'est bon. On va alors descendre vers ici, à la 4A. Et will you be covered by health insurance in the US within the 30 days of your entry? Cette question est un piège. Généralement, quand des gens arrivent comme nouvelles immigrants et qu'ils n'ont pas de travail, d'ailleurs, ils vont recevoir leur Social Security ou bien la carte de sécurité sociale au moins 2 semaines ou 3 semaines après leur arrivée. La Green Card ou bien la carte verte aussi va arriver entre 3, 4, 5, 6 semaines des fois. Et donc, sans ces deux pièces, surtout la carte de sécurité sociale, la personne ne peut pas travailler. Combien d'argent la personne a amené? Pour louer un appartement, se prendre en charge et payer de l'assurance. Notons que l'assurance maladie ici coûte excessivement cher. Et donc, on comprend que celui qui est en train d'arriver n'a pas les moyens. Alors, si toutes ces inquiétudes vont faire que vous allez dire qu'il faut que je trouve un travail avant d'avoir de l'assurance, alors là, vous êtes dans de gros problèmes. La réponse à cette question doit être oui. Et c'est important ici, c'est vraiment important de noter ici qu'il faut montrer aux Américains que vous avez fait votre devoir de maison en faisant des recherches sur les types d'assurances qui donnent satisfaction aux exigences du système d'immigration et de la santé en général aux États-Unis, que vous avez fait votre recherche et que vous avez même une facture pro forma. Et j'ai proposé alors cette assurance, la même que je propose aux gens depuis 2014, ça fait 6 ans déjà que je propose ça. Allons faire un tour sur ça. Alors, faisons un tour là sur cette assurance. Copions ce lien ici. Et pour demander alors une facture pro forma, je vais juste faire un essai. Start date, je vais prendre par exemple je suppose que je vais arriver le 30 septembre. Et vous pouvez prendre ceci de façon temporaire. Peut-être pour 3 mois, vous pouvez prendre une facture pro forma sur 3 mois. Bon, peut-être juste comme ça. Et maximum, vous pouvez prendre peut-être ça, c'est déjà suffisant. L'âge, bon, on va faire un peu include spouse et include dependent. On va faire un peu de tout ça. On va faire un peu de tout ça et on suppose que le nombre des enfants de 1 à 17 ans, c'est peut-être 2. Et l'âge du papa, c'est 50. L'âge de maman, c'est 49. Et voilà.
maintenant, on a choisi date de validité et tout ça. On va dire mailing address. On va choisir peut-être Georgia. Et yet to arrive. Parce que vous n'êtes pas encore arrivé, il faut alors prendre yet to arrive. Et puis cliquez sur Code. Et dans cet exercice, il faut alors voir les possibilités et les plans. Il faut toujours choisir Comprehensive Coverage. Les autres choses qui vont alors sembler être moins chères, il faut les éviter et il faut prendre Comprehensive. Bon, si vous souhaitez, je peux faire alors une autre vidéo pour expliquer ces choses-là. Mais ça, c'est les plans. Et vous verrez alors que Patriot Plus, comme Patriot America, ça, c'est la version plus améliorée de celui-ci. Donc, Patriot, ça, c'est déjà best-seller, c'est bon. C'est très bon, moi-même, j'en avais eu. Et si vous souhaitez aller alors dans les grands détails, bon, quand vous arrivez, il y a ce qu'on appelle deductible. On est 4 membres de la famille. Quand on dit deductible, il faut avoir dépensé. C'est important de noter ceci. $250 fois 4. Comme j'ai fait l'exemple de 4 personnes, il faut avoir dépensé $1000 avant que l'assurance ne commence à payer des frais. Et donc, ce que je fais habituellement, c'est que je mets ceci à 0. Et vous allez voir que ça a augmenté le prix. Et c'est ce que je recommande d'ailleurs. Et pour 62 jours, c'est ce qu'une famille de 4 personnes vont payer. Et ça, c'est encore très moins cher. C'est vraiment important. Et vous noterez au moment où on fait cette vidéo qu'on a dit COVID excluded. Ce n'est pas dedans. Et donc, si c'est des soins qui sont liés à COVID, ça ne va pas être pris en charge. Notons rapidement que vous n'allez pas payer un rond. Bon, il y a des frais, évidemment, que bon, on vous fera payer, malgré qu'on a dit que c'est 100% qu'on paye ici. Mais si c'est les soins urgents, vous payez 25% copay, ou bien si c'est zéro deductible. C'est zéro deductible. J'avais des zéro deductible, j'étais allé à cette histoire de soins urgents. La facture que j'ai reçue, je ne vais pas vous faire peur, mais c'est dans l'ordre des 1000. Bon, walk-in clinic, vous n'avez pas de rendez-vous, vous êtes allé, ça sur recommandation 15 copay. Copay, ça dit vous, c'est votre contribution. Bref, ceci, c'est une très bonne assurance, par exemple. Pour alors voir ceci, au lieu d'aller à l'ambassade pour faire des discours, vous pouvez simplement prendre capture d'écran de ceci que vous allez garder. Des fois, il arrive qu'on continue même en voulant acheter et puis on remplit les informations, mais on ne finit pas et quand vous remplissez tout ça là, vous irez alors et ça va vous donner alors la possibilité de revenir là-dessus. Si vous remplissez, vous ajoutez email, vous dites que bon, vous allez continuer après. Ça vous donnera alors la possibilité de revenir sur la facture pro forma avec un numéro. Ceci est largement suffisant. Ça prouve aux consuls et aux Américains que vous prenez cette responsabilité-là très au sérieux et vous avez fait des recherches. La prochaine chose qui va être importante est on demande la date. La date alors du début de cette assurance. Bon, déjà, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez venir dans le pays. Alors, annoncer une date devient alors un peu compliqué. Vous pouvez alors indiquer ici, en anglais, to be à déterminer dans 30 jours prior to arrival. Bon, je n'ai plus d'espace pour taper, mais vous indiquerez là-bas à déterminer, to be TBD. Bon, ce n'est pas pour dire que vous allez abréger quand même, mais à déterminer alors dans 30 jours
si le visa est donné. Donc, ceci, j'ai mis du temps pour développer et suggérer un subail parce que j'en avais déjà fait acheter à beaucoup de personnes qui étaient dans le besoin. Nous allons clore ce volet en résumant que c'est important de dire oui, c'est important de donner un exemple, c'est important de donner des chiffres sur une assurance et estimer que la date du début de cette assurance sera alors déterminée si le visa est en main. Et déjà, voici alors la facture pro forma que vous allez prendre screenshot, que vous allez ajouter dedans. Maintenant, your household size, votre famille. Ici, c'est un peu plus compliqué, mais au même moment, c'est très simple. J'ai toujours dit et recommandé que des gens viennent seuls ou avec leurs femmes et leurs enfants. C'est un voyage, il faut se préparer. Je vais alors donner la raison pourquoi. Le nombre de personnes de la famille attendues dans votre foyer aux États-Unis. Alors, si vous choisissez alors vous faire accueillir par une famille que vous appelez alors votre famille, si c'est réellement une famille, si c'est réellement une connaissance, des amis, et qui ont reçu des pensions alimentaires depuis février dernier jusqu'alors, alors là, il y a du sable dans votre farine. Ceux qui vivent aux États-Unis, on ne sait pas ce qu'ils vivent, comment ils vivent, ce qu'ils peuvent prendre, ce qu'ils ne peuvent pas prendre. 2. Avoir et connaître l'âge de quelqu'un est vraiment quelque chose de très déterminant. Et alors, s'amuser à prendre le nom officiel de quelqu'un, son âge, mon ami, c'est mon cousin, c'est mon oncle, etc. Son travail qu'il fait, est-ce qu'il est déjà citoyen américain ou est-ce qu'il est dans l'armée et quand il a alors reçu alors des bénéfices publics. Ça, si la personne, par exemple, je ne dis pas que ça va arriver, a reçu mais ne veut pas vous dire la vérité et vous lui demandez ces informations et qu'il vous donne, vous renseignez alors que la réponse est yes et au lieu de no. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas que ceci va aller à votre avantage. Ça va aller contre vous. Et donc, ce que je recommande avant d'aller dans les détails est ceci. Vous savez déjà que vous êtes sélectionné. Vous allez mettre 6 mois, 9 mois, 1 an peut-être avant d'arriver ici. Organisez-vous pour trouver l'argent nécessaire pour louer un appartement à votre arrivée et demandez à ces gens-là de vous trouver alors un appartement moins cher, bien abordable, qui peut satisfaire vos besoins. Quand vous arrivez, vous allez trouver un travail pour payer, pour tout ça. Il n'y a pas de souci. Donc, si on se comprend, alors nous allons revenir alors sur la question 3, ce qui concerne alors votre famille. Si vous êtes célibataire, vous allez alors remplir vos informations ici vous-même, votre âge, et vous allez mettre, comme c'est vous-même, self ici. Est-ce que vous avez un travail actuellement? Si vous en avez, vous dites. Si vous n'en avez pas, vous le dites. Si vous n'êtes pas citoyen américain, ce qui est alors largement le cas, vous dites non. Et ceci, en principe, est-ce que she is? Est-ce que la réponse ici aussi, c'est non. Si vous êtes célibataire, c'est tout ce que vous aurez à faire. Votre nom et prénom. Prénom et nom. Non, prénom et nom. Mais si vous avez alors votre femme qui vient avec vous, vous mettez alors les mêmes informations pour votre femme, son âge, et puis spouse. Si vous avez des enfants, alors enfant 1, enfant 2, et vous remplissez les mêmes informations. Si vous n'avez jamais été aux États-Unis et que d'ailleurs vous n'êtes pas citoyen américain, alors si vous êtes citoyen américain, vous n'allez pas être en train de remplir ceci. Et donc, c'est du non, non, un peu partout, et le débat est terminé. Si, en dépit de mon explication, il se trouve que votre oncle, votre tante, votre cousine, votre sœur, etc., votre famille immédiate, c'est eux qui vont vous héberger et vous faites partie alors intégrante pour ce dossier-là de leur famille, alors vous indiquerez
et vous remplissez les mêmes informations. Et toujours est-il qu'ils doivent vous renseigner sur ces lignes-là. On suppose que c'est une bonne famille qui va vous accueillir. Moi qui fais cette vidéo, si vous me demandez de le faire, j'ai toujours accueilli des gens chez moi. Mais par principe, je ne divulguerai pas les informations de ma femme et de nos enfants en public. Et donc, je ne vais pas vouloir donner ça à qui que ce soit. Même à mon petit frère, à ma petite soeur, ça va être difficile. Parce que ici, aux États-Unis, quelqu'un qui connaît ton nom, ta date de naissance, peut créer vraiment des problèmes en ton nom. Ça peut te ruiner. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de le faire, mais il y a la peur. Je vais vous donner un exemple. Les gens sont venus comme ça. Quand il n'y avait pas cette histoire, ils ont demandé que je loue en mon nom pour eux. J'ai fait. Après, ils sont allés chercher des amis. Ils ont mis dans l'appartement. Et cet ami-là est revenu du boulot. Il dormait. Il a voulu cuisiner, mais toute la cuisine a été brûlée. Sans avoir fait cela, le propriétaire des appartements a indiqué clairement que c'est ma faute. Et j'ai été traité de locataire délinquant. Ce n'est pas tout. Celui-là, je ne vais pas parler mal de son père ni de sa mère, mais ce qu'ils ont fait n'est pas du tout catholique. J'étais alors en Allemagne quand il me dit qu'il va sortir de l'appartement. Et il est parti. Les 9 mois qui ont suivi, c'est moi qui ai payé sa part. Et l'électricité, le courant, l'internet et tout. C'est très difficile de vivre des choses comme ça et de vouloir encore se donner. La liste est tellement longue. Je ne suis pas en colère. Au contraire, j'ai appris beaucoup de choses avec ces histoires-là. Donc, c'est pourquoi quand on dit que des gens ne veulent pas donner, des gens, quand ils viennent, ils ont une compréhension, une philosophie qui est différente de la philosophie de vie ici. Ce que quelqu'un qui est ici dit à quelqu'un qui vient d'arriver ne va pas être la même chose. Donc, il y a des colères involontaires. Donc, pour éviter tout malentendu, je recommande fortement que vous ne soyez pas logé chez qui que ce soit. Allez directement chez vous. Trouvez les moyens ou bien donnez leur le OK pour qu'ils cherchent un lieu pour vous. Et quand ils trouvent, vous arrivez, on s'entend toujours, vous allez les rembourser sans problème ou bien vous leur donnez l'argent. Et donc, le débat est terminé. Sur cet angle-là, si vous n'avez pas l'argent liquide, entendez-vous sur contrat verbal ou écrit, louez à tel, quand je commence par travailler, je vais vous payer. J'en ai loué à plusieurs, ils m'ont toujours payé. Sur ça, il faut dire la vérité, les gens ont payé. Maintenant, sur vos biens, la question qui suit ici dit, dans les 3 ans passés, indiquez alors vos retours fiscaux. Chaque année, on fait ça pour ceux qui travaillent et qui reçoivent du salaire qui dépasse au moins 3 900 par an. Supposons 4 000. Si vous avez travaillé, vous avez gagné jusqu'à 4 000, vous devez faire le retour fiscal. Ce que cela veut dire est que si vous devez à l'État vous payer, mais sur les dépenses que vous avez faites toute l'année, on vous doit. Il y a des familles qui reçoivent peut-être 1 000 francs, 1 000 $, 10 000 $ et plus, mais il y en a qui doivent aussi payer. Et ça, l'année fiscale, sur les 3 ans, ça c'est 2017, 2018, 2019. Ça c'est cela. Est-ce que vous avez fait tax return? Si vous n'êtes jamais venu aux États-Unis, vous n'avez jamais travaillé aux États-Unis et vous n'avez jamais gagné au total 4 000 $ par an aux États-Unis, donc la réponse à ces questions c'est non, 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 partout. Maintenant, si vous n'avez pas fait de tax return et qu'on demande votre salaire total par an, en principe, pour n'avoir pas fait aux États-Unis, cela ne s'applique pas à vous. Et quand ça ne s'applique pas, on met N par A. Et ainsi de suite, vous remplissez parce que vous ne l'avez pas fait. Et cela n'a pas d'injonction parce qu'on parle de US Federal Tax Return. Vous n'êtes pas aux États-Unis, ça ne vous regarde pas. Par contre, si vous avez été étudiant travailleur, post-doc, un homme d'affaires, bon, disons je vais mettre les 2 cas, où vous avez fait un travail temporaire et que vous avez fait alors le retour fiscal, vous devez alors dire
Si par contre, vous avez travaillé dans les catégories que je viens de citer, vous avez eu plus de $4,000 par an, et par mégarde, vous n'avez pas fait le tax return, vous êtes dans de la merde. Mais je ne vais pas aller dans les détails. Et donc, et ça, ça veut dire ce que ça veut dire, mais ne me demandez pas pourquoi et tout ça, mais c'est obligatoire et chacun doit le faire si le montant gagné par an dépasse $4,000. Et si vous avez des questions par rapport à ça, mettez-le alors dans le commentaire. Did you work in the United States in the last 3 years? Bon, généralement, pour ceux qui ne sont jamais venus, c'est la première fois d'arriver en tant qu'immigrant, la réponse est non. Mais comme je viens de dire, les travailleurs temporaires étudiants post-doc dans le passé qui ont fait de boulot, alors quand ils disent oui, ils doivent expliquer. Par exemple, je vais donner un exemple. Oui, je cochais oui. Teaching assistant. La personne est venue comme assistant, teaching assistant, et quelque chose, not, and you did not file, did not receive enough income to file tax. Par exemple, teaching assistant, et la personne a reçu peut-être au total $1,900. Et donc, c'est la raison pour laquelle la personne a travaillé mais n'a pas pu alors faire le retour fiscal. Nous allons descendre alors vers les revenus. Il faut être honnête ici, vraiment honnête. Alors, what is your currently yearly compensation in US dollars? De là où vous êtes, quel est votre salaire total? Supposons que vous gagnez 500 000 par mois, fois 12, ça fait 6 millions. Vous allez alors bonnement convertir les 6 millions en dollars. Question 8b. Est-ce qu'il y a un travail qui vous attend une fois que vous arrivez ici? Bon, pour la majorité, c'est non. Mais pour quelqu'un, par exemple, qui est community manager, qui gère les réseaux sociaux, par exemple, ou qui est un développeur de site web, ou qui travaille alors en ligne sans être forcément dans un pays, qui déjà, par exemple, je gère 2 ONG, BSBIS Togo et Grain de Sel Togo. Et si, par exemple, cette personne travaille sur notre site web, ou bien cette personne travaille sur les réseaux sociaux, ou cette travaille dans la mobilisation des fonds numériquement parlant, et que les performances de cette personne sont tellement avancées que elles permettent à nos ONG de générer des revenus suffisants pour nos activités et le payer. Connaissant la vie ici, les premiers jours, tout ça et surtout la confiance qu'il y a en nous, on peut alors offrir à cette personne un travail déjà, quand la personne commence déjà là-bas, une fois qu'elle arrive ici, alors le travail va alors commencer officiellement aux États-Unis. On lui fait ce qu'on appelle job offer, une offre de travail. Et ça, c'est un cas spécial. Il se peut aussi que, bon, dans le processus, vous arrivez à connaître des gens qui vous connaissent suffisamment, qui connaissent vos potentialités, qui pensent qu'ils peuvent vous employer. Alors là, ça doit être écrit et signé, et avec un accord dessus, quand vous arrivez, vous allez commencer. C'est seulement à cette condition-là qu'il faut dire oui. Généralement, cela mettra du temps pour quelqu'un qui vient d'arriver de trouver du boulot. Ou bien vous avez une compagnie chez vous, que vous tout ça, donc c'est un peu plus compliqué de rentrer dans ce que vous ne savez pas. Si vous n'avez jamais été ici et que vous n'avez rien, alors si le travail ne vous attend pas, il faut simplement dire non, et donc ça ne vous convient pas, ou bien vous dites non seulement. Mais si ce que je venais de dire, qu'il y a une relation et que tout ça, il faut alors renseigner, donner le nom de la compagnie et indiquer combien on vous a promis alors par an. En plus de ce revenu, si par exemple
vous êtes quelqu'un qui travaille en ligne et vous avez toujours des gains, vous êtes un webmaster, peu importe là où vous êtes, que l'argent va toujours venir. C'est un peu plus ou moins du stock dans ce que vous gagnez. Ou bien vous avez une maison en location, une villa en location, vous avez une pension et tout ça. Il y a des gains qui rentrent qui vont être pour vous. Il faut renseigner et mettre alors les sources et les types de revenus et la fréquence et le montant. Si il n'y a rien, vous pouvez alors simplement mettre NA et le débat est terminé. Maintenant, les types de revenus passifs, c'est location de votre appartement rent. L'argent vient chaque mois, peut-être c'est 70$. Et peut-être vous êtes un web designer, web design, something, design, company X. Et l'argent rentre combien? Vous mettez ça par mois, par an, annually combien, ou bien vous êtes partenaire ou bien associé d'une société, et combien alors le dividende c'est par an, annually, et c'est combien, une estimation proche de la réalité, et vous allez alors mettre le total ici. Alors, en plus de ces revenus, tout ça, votre liquidité, compte en banque par exemple, renseigné, ils ont déjà donné tout ici. Alors, si dans votre compte courant, ce qu'il y a, le compte se trouve à Kinshasa DRC, le montant qu'il y a dedans, votre compte épargne, et bon, vous avez une maison. Bon, s'il y en a qui correspond, vous sélectionnez et vous mettez ville, pays et montant correspondant. Alors, si vous avez aussi des dettes, c'est aussi important de le dire. Par exemple, vous avez fait un prêt immobilier. Un prêt immobilier, c'est mortgage. Vous avez fait un prêt pour acheter une voiture, car loan. Vous avez, bon, un prêt pour les études. Vous avez alors fait un prêt individuel, personnel. Et vous mettez les montants correspondants. Et nous quittons alors ici. Alors, c'est ici, c'est chaud. Les possibilités de charges publiques dont il est question. Il y a alors les suppléments de salaire pour Social Security. Alors, l'assistance pour les familles en besoin. La pension alimentaire. 3, 4, 5, c'est pour le logement, assistance pour le logement. Medicaid, c'est pour l'assurance. Ces 6 catégories, c'est ça qui constitue le fardeau. Medicaid et food stamp, c'est ça qui est SNAP, ça se donne d'office à des familles qui ont des revenus moindres. Par exemple, les gens ont 5 enfants, mais ils n'ont pas le salaire convenable, peut-être 40 quelque chose $1000. Ils ont peut-être 30 quelque chose $1000 au total. Alors, ils ont des enfants américains et ils travaillent. On leur donnera alors le Medicaid et alors les pensions alimentaires. Ces gens-là, souvent, c'est eux qui constituent le problème et ils ne peuvent pas alors héberger alors une famille qui vient d'arriver. Ça veut dire que la personne dépend alors de ses assistances. Ceux qui vont héberger aussi vont dépendre du gouvernement. Alors c'est pourquoi je suggère qu'il faut éviter, c'est parce que c'est mon ami, c'est parce que c'est mon frère. Non, ça c'est une réalité qui est complètement différente, indépendante de la volonté de qui que ce soit. Les règles sont les règles et ce n'est pas parce qu'on dit que tel dépend qu'il ne travaille pas ou bien qu'il est clochard. Les règles ici sont complètement différentes. La vie privée des gens aussi est complètement une vie privée et donc on ne va pas aller dans les détails, ni manquer de respect, ni insulter. Il faut être juste à l'abri. C'est pourquoi je dis et j'insiste qu'il faut éviter de dire qu'il faut alors aller rester dans une famille. Alors si c'est bien compris, je continue la liste. Dans le cas où une femme enceinte par exemple a reçu cette assistance dans les 30 jours pour la période d'accouchement, ou bien c'est pour les enfants qui mangent à l'école. Il y a aussi une pension alimentaire pour les enfants qui sont alors dans les cours primaires et secondaires jusqu'au lycée. Et aussi, ces enfants-là sont en bas de 21 ans comme de l'âge souvent. Et ces gens qui sont vraiment infirmes pour des raisons de travail, pour une autre qui reçoivent aussi de l'assistance médicale,
ça ne rentre pas alors dans la charge publique dont il est question. Comme je dois finir ceci en 40 quelque chose minutes, je vais alors continuer. S'il y a des questions, vous voudriez bien alors renseigner. Et pour résumer, supposons que vous venez dans votre compte, vous n'allez pas habiter chez une famille qui n'a aucun lien ou bien qui reçoit ou qui ne reçoit pas, et vous êtes vous-même, et que vous n'êtes jamais venu aux États-Unis, alors la réponse à tout ce discours-là, c'est simplement non. Si vous êtes par contre venu une fois et que vous avez bénéficié de ces choses, si vous avez bénéficié en 2019, ça n'a aucune importance. Mais si vous êtes venu aux États-Unis et que vous avez bénéficié, disons-nous une vérité. La majorité parmi vous qui seront en train de vouloir venir, cette question ne vous regarde pas. Si vous allez rester chez vous, quelque part qui est loué pour vous, et que vous n'allez pas dépendre d'une famille qui reçoit ces assistances, vous n'avez aucun problème. Donc, mettez du no. Parce que la crise sanitaire, là, qui est actuellement là, fait que des gens qui devraient avoir vécu aux États-Unis, qui devraient avoir reçu cela, ne l'ont pas reçu. Et c'est le gros du problème. Et donc, pas de panique. Ça ne vous concerne absolument pas parce que je viens de réaliser que vous n'étiez pas alors aux États-Unis en ce moment-là. Alors, pourquoi alors vous souciez? Évitez juste des familles qui seraient peut-être en train de recevoir ça et qui vont alors vous coller le malheur. En tout cas, à bon entendeur, des mimos. Et si, dans le cas où il arrive que ces familles l'ont reçu, ils doivent déclarer ce qu'ils ont reçu de temps à temps, quelle est la raison pour l'avoir reçu, patati, patata. Je pars de là parce que ça, c'est 1, 2, 3. Ça, c'est ce qu'il faut remplir. Le type de bénéfice de camp à camp. Donc, nous n'allons pas traiter cela en décembre. Si, par contre, vous êtes un réfugié ou bien un exilé politique ou bien un exilé tout court, est-ce que vous êtes exempté de public charge? Oui. Ces gens n'ont pas de problème. Ils peuvent tout recevoir. La loi ne sera pas contre eux. Et donc, s'ils sont de cette catégorie, alors la réponse est yes. Et si vous n'êtes pas de cette catégorie, alors la réponse est non. Vous n'êtes pas exempté. Alors, si, par exemple, la personne répondait par oui et que c'est un réfugié, on dit refugee. Par exemple, refugee. I am a refugee. Asylee, etc. Hein? Si vous n'êtes jamais venu et que tout cela dont nous parlons ne vous concerne pas, c'est que ça ne vous concerne pas. C'est aussi important de dire ici, alors, est-ce que vous allez devenir une charge publique? Are you likely to request or receive any public benefits described in question 11? Est-ce que vous allez demander? Il faut répondre non. Et si on vous pose la question à l'interview, non, j'ai choisi d'immigrer aux États-Unis parce que je veux me réaliser, me battre. Et donc, je ne serai pas là pour dépendre de qui que ce soit. Et le débat est terminé. Alors, si vous avez dit non, vous n'avez pas à répondre à ce qui suit. Have you ever received a fee waiver when applying for an immigration benefit? Pour ceux qui avaient été aux États-Unis et qui avaient fait des dossiers, par exemple, ils étaient en train d'étudier et qu'ils n'ont pas assez d'argent pour payer pour les frais et un ami ou un avocat leur a suggéré de faire le fee waiver, demander l'exemption des frais, alors là, ça va poser un réel problème parce que vous savez déjà dépendre du système, vous savez profiter du système. Heureusement, pour ceux qui sont nouvellement sélectionnés, qui n'ont jamais mis pied ici, la réponse est bien non. Mais soyons honnêtes dans toutes les réponses qu'il faut donner. Si, par mégarde, c'était un étudiant, un postdoc qui avait fait ça, alors elle doit expliquer pourquoi il ou elle était obligé de demander ça, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, donner
les dates, le type de service d'immigration et le numéro du reçu. Mais si on répond par non à 14, c'est que ceci, ça ne regarde pas. Ceci, ça ne vous regarde pas. Et si vous voulez vous mordre les doigts, il suffit de taper alors NA un peu partout, NA partout, NA partout, NA partout, pour être, si vous voulez toujours satisfaire votre calme d'esprit, alors là, vous pouvez mettre NA là-bas et continuer votre remplissage. Educational. C'est entendu que ici il faut répondre par oui, parce qu'on veut des gens qui ont au moins le niveau bac, high school degree. Il arrive aussi qu'on peut dire non, supposons que la personne a échoué au bac, mais après a fait une formation qui dépasse le niveau du bac ou bien équivalent au bac. Dans ce cas, quand la personne va choisir de mettre non, il faut alors dire par exemple CAP ou quelque chose comme ça, qui alors est l'équivalent du bac ou quelque chose comme ça, c'est une formation technique et tout ça. Maintenant, si obligatoirement, généralement, c'est oui, alors il faut lister les diplômes, licence, masters, doctorat, etc. ici. Et donc, voilà. Alors, do you have any occupational skills? C'est vrai, je suis agronome moi-même. Je peux dire que je sais alors faire ceci au champ, ceci, cela, je peux alors traiter les champs des gens. Mais je n'ai aucun certificat, par exemple, pour prouver. Alors que je suis agronome, je ne peux pas prétendre dire que j'ai alors une occupational skills. Donc, je vais dire non. Par contre, il y a aujourd'hui des cours, des formations en ligne. Par exemple, comment faire du plaidoyer, par exemple, et vous avez suivi une formation en ligne et il y a le certificat. Dans ce cas, alors il faut dire oui et alors donner le nom du certificat et ou bien l'occupation, bon, par exemple, social ou bien community manager, advocacy, ou bien le nom de training of something, something, et donc vous mettez alors la date obtenue, quelle compagnie alors a donné ce certificat, le numéro, s'il y en a, et la date d'expiration. Ce certificat, nous voyons souvent en LinkedIn, il y en a qui expirent, par exemple Cisco, formation Microsoft, formation Google, formation tant. Il y en a qui expirent, il y en a qui n'expirent pas, alors il faut les renseigner, succès, si, veut, ma, jusqu'à la 16C. Et donc, de 16C, nous allons descendre bonnement alors au traducteur. Si dans la question 17, par 6, si dans le remplissage, vous avez vraiment sollicité une compagnie, il faut mettre le nom de famille, le prénom, et bon, NA comme toujours, et la société, l'adresse, ville, région ou État s'il y en a, et zip code, souvent il faut mettre NA, mais puisque ce n'est pas quelque chose de numérique, les BP peuvent aller alors dans la partie de 17F, le pays, il faut l'indiquer. Et c'est ça, si vous avez dit oui. Au cas où vous avez dit non et que personne ne vous a aidé, cela ne vous regarde pas. Ou je suis venu ailleurs. Donc, nous descendons. Alors, supposons que moi qui suis en train de faire cette vidéo, vous avez eu besoin de moi pour vous aider à remplir cela. Et bien entendu, vous allez prendre mon nom. De la même manière que vous avez rempli on a fait pour le traducteur ou bien la société de traduction, on mettra alors les mêmes informations. Mais je veux croire qu'avec cette vidéo, personne n'aura besoin de se faire aider et donc la réponse est non. Tout ce qui vient ici ne vous regarde pas. Si votre conscience vous parle et que ça vous dérange, après avoir dit non, mettez NA partout et l'affaire est alors dans le sac. Finalement, nous supposons que tout a été renseigné soigneusement. Et que, par exemple, au niveau de compte bancaire, vous avez plus de 15 comptes bancaires, donc l'espace qu'ils ont prévu là-bas, ça ne suffit pas. Et il vous faut alors multiplier cette page-là et remplir les choses en plus. Ou bien, vous avez 5 enfants, plus votre femme, et vous allez vivre chez une famille qui vous accueille. Ils sont 3 et ça fait 8 au total, donc
la place qui est là-bas ne suffit pas pour renseigner le nombre de personnes et tout. Dans ce cas, vous serez obligé d'ajouter alors des pages supplémentaires. Ceci dit, vous allez apposer votre signature et mettre votre prénom ou vos prénoms suivi du nom de famille. Il faut l'écrire. Si vous écrivez ça à la main, et ça, je crois qu'après avoir rempli tout ça, vous allez faire ceci à la main. Il faut écrire ça en lettres majuscules et puis vous mettez la date. J'ai mis cette date avant de commencer ceci. J'avais voulu publier la vidéo, mais j'attendais pour voir si ce qu'il disait par rapport à l'annulation de ce truc un peu embarrassant serait peut-être annulé finalement. Mais finalement, c'est maintenu, comme je l'ai dit. Mais les États comme Connecticut, New York et Vermont sont exemptés. Avant de finir, je souhaite franchement, sincèrement, qu'il faut vérifier. Après avoir téléchargé ceci, il faut alors vérifier la date d'expiration. Le fichier que je suis en train d'utiliser date de X temps, mais ça va expirer le 31. Si par exemple votre rendez-vous est au 5 septembre et vous utilisez ce formulaire, ce n'est pas valable. C'est tout. Et donc, ce qui voudra dire qu'il faut remplir ce formulaire-là comme brouillon, le garder et s'assurer que le fichier que vous utilisez actuellement est dans une période qui englobe votre date d'interview. Autrement, pensez à télécharger cela si vous avez un rendez-vous qui est sur 15 septembre et aujourd'hui on est à X août, vous avez bien rempli, mais vous devez alors re-remplir avec la nouvelle formule qu'ils vont mettre alors en ligne. Pour finir, retournons rapidement sur comment trouver ce formulaire, ce que je devrais avoir fait au départ. J'ai tapé ça comme ça et ça vient ici alors. Je peux avoir tapé DS aussi et ça vient. Quand j'ai tapé DS 540, c'est venu automatiquement. Je l'ai téléchargé exprès pour que nous voyions tous ensemble la date dessus. C'est bien indiqué clairement ici, 31 août. J'espère que cette longue vidéo va répondre alors aux questions des curieux. Si je n'ai pas pu répondre parce que c'est beaucoup de commentaires et d'explications, ce que je ne peux pas faire ça plus d'une heure de temps. Si je n'ai pas répondu à vos attentes, vous voudriez bien alors me rappeler ça dans les commentaires. Et vous qui savez plus, ayez l'amabilité d'ajouter vos commentaires. Cette chaîne, c'est pour BS Biz Togo. Si vous voulez faire un commentaire, faites-le, mais quand vous mettez des liens, vous référez à d'autres liens YouTube, je ne contrôle pas. YouTube va alors bloquer ça, alors que je voudrais bien accueillir d'autres personnes pour faire des commentaires. Faites vos commentaires sans amener d'autres liens ou bien des symboles qui vont traiter vos commentaires comme des spams. J'ai appris beaucoup de choses aux États-Unis qui me font accepter l'avis contraire et ne pas être fâché contre quelqu'un qui dit quelque chose contre ce que je dis ou bien donne un avis contraire. Et donc, de façon honnête et transparente, je ne souhaite pas que vous perdez votre temps pour faire un commentaire qui va être classé comme du spam, mais faites un commentaire par rapport à ce que vous savez et répondez honnêtement et simplement aux questions. Donnez vos commentaires pour aider les autres et c'est toute une communauté. Et si vous n'êtes jamais abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. Mais cliquez sur le bouton j'aime et c'est ça qui fera que cette vidéo sera vue par d'autres personnes. Ce sera tout. J'espère que vous allez pouvoir trouver la réponse à vos questions.